Et pour en parler, nous sommes en plateau avec Gamal Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, pas de réaction internationale à ce stade sur cette attaque chimique présumée à Alep. Comment l'explique-t-on ? C'est très simple. Quand c'est les forces de Assad qui sont supposées avoir attaqué à l'arme chimique, tout le monde s'émeut, on va même intervenir, on envoie des missiles. En revanche, quand c'est l'autre camp qui semble avoir attaqué à l'arme chimique, à ce moment-là, ça pose problème, puisque c'est le camp qu'on soutenait à l'origine. Donc c'est compliqué de se positionner contre ses anciens alliés, on dira. Alors, même constat du côté des médias, il y a une neutralité qui n'est pas de mise sur ce type d'affaires, selon vous ? Il y a un parti pris, c'est logique, puisqu'il y a une guerre qui oppose deux fronts. On a l'impression de revenir à la guerre froide où les Russes étaient contre les Américains. Et là, c'est un petit peu l'échiquier russo-américain. Et évidemment, dans la propagande, parce qu'on a de la propagande d'État, il ne faut pas non plus se raconter l'histoire. Quand on est en guerre, il y a une propagande qui est mise en place, qu'elle soit silencieuse ou active. Et en substance, c'est difficile de condamner des gens qu'on encourageait encore avec Ennusra à attaquer le régime de Assad, qu'on voulait voir tomber. Alors, allons un petit peu plus dans le détail de cette affaire. Selon vous, à qui finalement profitent, entre guillemets, ces frappes ? Alors là, c'est compliqué parce que c'est vraiment pour le coup un vrai maelstrom. C'est-à-dire que le problème, c'est que la Syrie est conquise en totalité par le pouvoir syrien avec le soutien des Russes et un peu des Iraniens. Donc le fait de faire des actes comme ça de dernière minute, un peu criminels, ça profite pas aux Syriens. Ce serait très étonnant que ça profite parce qu'ils veulent la paix à nouveau. À mon avis, c'est une façon d'agiter la bête en espérant peut-être un soubresaut ou une négociation sous-jacente. Mais c'est difficile à dire. Est-ce que, selon vous, cet épisode chimique est le prélude à une offensive militaire sur cette enclave ? C'est probable. Vous savez, je vais comparer avec l'histoire. Les armes chimiques ont toujours été utilisées dans l'histoire pour des raisons stratégiques et très violentes. C'est psychologique. Je vous prends plusieurs exemples dans l'histoire qu'on connaît moins bien. Dernièrement, on avait beaucoup critiqué le maréchal Pétain parce qu'il avait été un mauvais maréchal pendant 39-45. En revanche, on oublie le Pétain des années 20-25, pour être précis, 20-26 plutôt, qui a assassiné, on parle d'assassinat, des populations civiles dans le Rif oriental pour mettre fin à l'insurrection d'Abdelkrim, qui était le premier pays africain à libérer. Et par la suite, on a eu Saddam Hussein en 88, qui va massacrer les populations d'Al-Abjar en Irak. Là encore, le monde critique un petit peu, mais Saddam Hussein reste un allié objectif contre l'Iran. Et aujourd'hui, avec la Syrie, c'est pareil. Quand les ennemis de nos ennemis sont nos amis, on finit par avoir une action un peu moins violente, on dira. C'est moins grave. On n'envoie pas des missiles cette fois-ci, bizarrement. C'est pour ça que j'insiste sur. Je vous ai posé la question différemment, à qui profitent ces frappes, mais pourquoi maintenant ? À quel but ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. J'ai l'impression que c'est un baroud d'honneur, pour tout vous dire. D'abord, ça donne raison un petit peu à Assad et aux Russes. C'est-à-dire que ça remet en question les attaques de 2016. Ensuite, c'est vrai que de l'autre côté, les groupements islamistes ou l'opposition qui reste en Syrie est acculée. C'est ces dernières forces qui sont en train de jouer. Donc il y a peut-être une volonté d'échapper à la répression, peut-être de remettre en selle les États-Unis, la France et l'Angleterre. C'est difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a un rapport de force là qui n'est pas évident à voir parce qu'évidemment tout le monde tire ses cartes. Donc c'est pas clair. On imagine que les Russes vont attaquer, on le suppose, parce qu'ils ont la puissance pour le faire, mais on n'en est pas certain. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est les Russes qui vont attaquer, c'est pas les Syriens. C'est vraiment la force russe qui fait le travail. En tout cas, il y a eu des frappes effectivement ce week-end, une réaction de la Russie. Est-ce que selon vous, cet épisode est de nature à faire capoter le pacte de Sotchi signé entre la Russie et Ankara ? Je pense que maintenant la Russie et la Turquie sont d'accord sur beaucoup de choses. Depuis le coup d'État qu'a subi Erdogan, qu'il a failli subir, ils se sont rapprochés. C'est vraiment extraordinaire en termes de relations géostratégiques. Donc la question syrienne, Erdogan, il l'a déjà entériné. Il considère que c'est fini. Il n'y a plus à soutenir les groupes djihadistes. Ils ont perdu la guerre. Les Russes veulent créer du lien avec les Turcs. Ils veulent créer un nouvel axe qui s'oppose à l'axe occidental. Donc à mon avis, ce qui va être sacrifié, c'est ce qui restera en Syrie. C'est-à-dire les derniers djihadistes qui restent. Donnez-nous, il y en a tellement maintenant de groupes qui ont été disséminés, mais globalement, ce qui arrange un peu les Occidentaux, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu d'Al-Qaïda dedans. Il y a un petit peu de Daesh dedans, il y a un mélange de tout. Donc on ne peut plus les gérer. Donc c'est pour ça qu'on les sacrifie, il n'y a pas de problème. Est-ce que la Syrie risque longtemps, finalement, d'être déstabilisée par le terrorisme, avec ces rebelles actifs qui pullulent ? Vous savez ce qui s'est passé en Irak pendant 30 ans, ça a duré, ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je pense que la Syrie est rentrée dans un tunnel duquel elle ne risque pas de sortir avant moins 2 ou 3 décennies, quel que soit le soutien. Elle va être surendettée, elle va être sous contrôle russe, parce que de fait, ils sont sous contrôle russe, sous-protégés par l'ancien patron russe. Et aujourd'hui, on peut penser que tous les groupes rebelles vont être écrasés à la méthode russe. Les Russes, vous savez, au Liban, quand il y avait des actes terroristes, ils tapaient très fort. Et les gens le savent en face. Une dernière question. L'OIAC va enquêter certainement à la demande de Damas et de Moscou. Est-ce qu'on peut se fier
aux futurs résultats de l'organisation de La Haye? Je crois moyennement à ces futurs résultats, déjà parce qu'ils sont à La Haye. Quand on est à La Haye, déjà, j'ai envie de vous dire que la neutralité, elle n'est pas si évidente que ça. Donc j'y crois pas beaucoup. Merci Gamal Abina, affaire à suivre. Donc merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.